messieurs les administrés qui assistent à ce conseil, mesdames et messieurs les internautes qui nous suivent en direct sur le Facebook de la ville, bienvenue à ce conseil municipal. Avant de démarrer ce premier conseil municipal de l'année, je tiens à vous donner quelques informations. Tout d'abord, je tiens à vous présenter notre nouveau directeur général des services, M. Renaud Paulet, qui va se lever, qui a pris ses fonctions le 14 décembre dernier, arrivé tout droit de la ville de Coulogne. Je suis ravie de son arrivée chez nous. Il avait de nombreux dossiers sur son bureau en arrivant, il a déjà bien pris en main, je le remercie pour son efficacité. Deuxième bonne nouvelle, la ville de Marcq vient de se voir décerner pour la première fois le label 3 arrobas par l'association Ville Internet. Cette distinction récompense les investissements massifs en matière de numérique au sein de la commune afin d'améliorer quotidiennement la vie des usagers. Parmi les initiatives distinguées, nous pouvons citer la numérisation de nos écoles, la billetterie en ligne, la dématérialisation des données de chaque service, l'open data municipal, la diffusion en direct des conseils municipaux, des inscriptions en ligne aux activités communales et la mise en ligne de nos offres d'emploi. Parmi les initiatives à venir en 2018, la mise en place de la vidéoprotection, la mise en place des équipements permettant la réalisation des cartes d'identité et des passeports, la mise en place d'un logiciel de marché public. Toutes nos actions peuvent être retrouvées sur le site villeinternet.net en recherchant la structure Marcq. Ça, c'est une bonne nouvelle. En ce qui concerne la démission de Mme Annette Wacheux, par courrier du 12 décembre 2017, Mme Wacheux nous a informé qu'elle souhaitait, dans le cadre d'un rapprochement familial, se retirer de ses fonctions à compter du 1er janvier 2018. C'est ainsi que, conformément à l'article L 2121.4 du Code général des collectivités territoriales, nous avons demandé à Mme Dessort, suivant de liste, de bien vouloir la remplacer. Madame Dessort m'a fait part de sa décision de siéger au conseil municipal par courrier en date du 28 décembre 2017. Je suis donc très heureuse de vous accueillir, Madame Dessort, au sein de notre assemblée. J'en profite également pour remercier Mme Wacheux pour le travail accompli durant ces dernières années. Parallèlement à cela, et étant entendu que Mme Wacheux avait délégation dans le domaine du logement, j'ai, par arrêté, donné délégation à Mme Gessler. Dans ce même domaine, je la félicite pour ses nouvelles fonctions et je lui apporte toute ma confiance. Elle a déjà pris aussi pas mal de dossiers. Madame de Seigne a récupéré les délégations emploi et formation de Madame Wacheux. Je préfère. Il convient maintenant de désigner le secrétaire de séance. Je vous propose donc de désigner M. Quentin William. Qui est contre, qui s'abstient. Monsieur William. Veuillez répondre par présent à l'appel de votre nom. Madame Noël Corinne. Présente. Monsieur Lefebvre Raymond. Présent. Madame de Seigne Véronique. Présente. Monsieur Vius Régis. Présent. Madame Jean-Pi Isabelle. Présente. Monsieur Martin Fabrice. Présent. Madame Loucher Laurence. Présente. Madame Mercier Sabrina, excusez, donne pouvoir à Madame le maire, à Madame Gessler Maryse. Présente. Monsieur Pile Robert. Présent. Monsieur Legros Marc, excusez, donne pouvoir à Monsieur Lefebvre Raymond. Monsieur Lanquin Daniel. Présent. Monsieur Guillaume Quentin, présent. Monsieur Dumont Pierre-Henri. Oui. Madame Manier-René. Présent. Monsieur Langlin Richard, excusez, donne pouvoir à Monsieur Dumont Pierre-Henri. Monsieur Courtois Thierry. Présent. Madame Gattel René. Présent. Madame Vautier Monique. Présent. Monsieur Masson Tony. Présent. Madame Dessort Annie. Présent. Madame Fournier Annick. Du coup, est-ce qu'on discute et on a décès sur la journée? Madame Delcroix Nathalie. Présent. Monsieur Émile Bernard, donne pouvoir à Madame Fiolet Evelyne. Madame Fiolet Evelyne. Présent.
Monsieur Massé-Christian, excusé de ne pouvoir, Madame Delcroix Nathalie. Monsieur Bouchel William. Présent. Madame Branly Sandrine, excusé de ne pouvoir, Madame Carbonnet Thérèse et Madame Carbonnet Thérèse. Bien. Nous allons passer à l'approbation du procès verbal du 30 novembre 2017. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, en remplacement de Mme Wacheux Annette, nous allons devoir revoir les différentes instances et comités. Le comité de jumelage. Lors du conseil municipal du 16 avril 2014, Mme Wacheux avait été désignée comme représentante au sein du comité de jumelage de la ville de Marcq. Compte tenu de sa démission, il convient donc de la remplacer. Conjointement à cela, et pour répondre aux attentes de certains élus, il convient de revoir la liste dans son ensemble, c'est-à-dire les 8 élus qui, conformément au statut de l'association, sont appelés à siéger au sein du conseil d'administration du comité de jumelage. Dans le respect de la représentation à la proportionnelle, la liste pourrait être ainsi composée. Monsieur Daniel Langlin, Monsieur Thierry Courtois, Monsieur Fabrice Martin, Madame Laurence Louchet, Monsieur Quentin Guillaume, Madame Annie Dessort, Monsieur William Bouchel et Monsieur Christian Massé. Qui est contre? Qui s'abstient? Juste une question. Oui. Est-ce qu'on pourrait nous se proposer ou pas? On fait comme les autres comités, on reste pareil. Vous avez des représentants pour chacune de vos deux listes. Donc je pense que l'équité est à conserver. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. En ce qui concerne le conseil d'administration du CCAS, Madame Wacheux avait été désignée membre du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale par délibération en date du 16 avril 2014. Aussi, suite à sa démission avec effet au 1er janvier 2018, il convient de procéder à son remplacement. Je vous propose de désigner Madame Annie Dessort dans la liste. Les membres actuels sont Madame Isabelle Jean-Pierre, Monique Gauthier, Madame René Magnier, Madame Leseille, Madame Louchet, Madame Delcroix et Madame Branly. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. En ce qui concerne les comités consultatifs, de la même façon, Madame Wacheux ayant été désignée au sein du comité consultatif urbanisme, travaux, environnement, mais également développement économique, emploi, il convient de la remplacer. Je vous propose donc Madame Annie Dessort au comité urbanisme et Monsieur Fabrice Martin au comité développement économique. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer au point 1.3. Mise en place d'un réseau de télécommunications. Alors nous avions prévu l'intervention de Monsieur Legros, mais suite à un petit accident cet après-midi, j'ai demandé à Monsieur Martin de bien vouloir prendre la parole à sa place. Merci Madame le maire. Donc, à la création de la police municipale en place depuis le 1er mars 2015, ce service avait été doté de téléphones portables afin de communiquer avec leur poste central et les autres services. À ce jour, cet outil de communication montre ses limites, tant sur le plan purement communicatif que sur le plan sécurité. En effet, les équipes de la police municipale sont conduites au cours de leurs interventions à communiquer de manière étroite entre elles et avec leur poste central, et ce, quels que soient les lieux et les contraintes qui y sont attachées. De plus, au vu de la convention de coordination qui sera prochainement engagée avec la police nationale, il est incontournable et prescrit que la police municipale soit dotée d'un réseau interne de télécommunications. Ce réseau se composera alors d'un relais auquel sera reliée une antenne placée sur le point le plus haut de la commune et 5 postes portables numériques de marque Motorola. Leurs chargeurs et accessoires, la police municipale conservera néanmoins
un téléphone portable destiné aux communications avec les autres services partenaires, police nationale, gendarmerie nationale, service de secours, service mairie. L'émission et la réception des communications sont assujettis à la location annuelle d'une fréquence à l'ART, Autorité de régulation des télécommunications. Le dispositif à mettre en œuvre pourra être installé sur le territoire de la commune avant la fin du premier trimestre 2018. Je vous demande donc de bien vouloir autoriser Madame le maire à signer une convention avec l'ART ainsi que toute pièce à intervenir. Est-ce qu'on peut connaître le coût? Alors, vous avez certainement tout à la fin l'achat du matériel qui est noté à 5 755, la mise en place d'un réseau de télécommunications, la dernière page. Et l'abonnement est de 522 hors taxe. Par an. Aussi, nous avons remarqué que les panneaux voisins vigilants ont été démontés à l'entrée de la ville. Et pourquoi? Non. Je ne peux répondre, en fait, ils ont plus été vandalisés que démontés. Pour répondre à la Tous les question. panneaux voisins Certains restent. Il n'y en a plus aucun sur la ville de Marc. J'en ai déjà vu à l'entrée il y a encore pas très longtemps. À vérifier, Ouais, mais on va en faire un tour pour pouvoir demander aux Donc on se posait la question si c'était arrêté ou il y avait une... Non, on va arrêter. Non. C'est pour ça que je pose la question. C'est des dégradations. Mais on va faire un tour quand même. On garde le dispositif voisin vigilant, la police municipale, les ASVP en soutien, et le déploiement progressif de la vidéoprotection pour avoir le triptyque sécuritaire dont on a maintenant malheureusement besoin dans à peu près toutes les communes. Voilà. Donc, nous allons voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point finance. Alors, nous allons faire un petit point sur les DETR. Monsieur le député va prendre la parole pour présenter les dossiers. Merci Madame le maire. Oui, c'est plus qu'un point, c'est même des demandes de subvention. Donc, on va vous demander de soulager les finances de la commune en acceptant de voter ces demandes de subvention, afin que Monsieur Lefebvre puisse passer des nuits beaucoup plus sereines sur cette tableau Excel. Donc vous avez un ensemble de demandes de DETR qui correspond à tout ce que nous avons déjà transmis à la préfecture et qui donc demande pour une instruction complète d'avoir l'accord du conseil municipal, donc les 12 demandes. Ces 12 demandes correspondent à un montant total de travaux pour l'année 2018 de 1 409 949 € et 18 centimes hors taxe, pour un total de subventions demandées de 338 622 € hors taxe. Bien évidemment, comme c'est le principe, on n'aura pas tout, mais ça nous permettra de pouvoir soulager et de récupérer des recettes d'investissement. Alors, je vais vous détailler les 12 dossiers qui sont présentés au titre de la DETR en 2018. Tout d'abord, un dossier qui vise à rénover 2 quartiers, l'allée des Chardonnerets et la rue des Marronniers, et nous pouvons donc prétendre à 2 subventions pour chacun de ces 2 dossiers. Une concernant la voirie et trottoir, et l'autre concernant l'éclairage public, puisque les taux de financement sont différents selon les 2 types de demandes, soit 4 dossiers. Donc tout d'abord le premier dossier, la réfection des voiries et trottoirs dans le quartier des Chardonnerets, pour le montant total hors taxe des travaux de 294 991 € et 50 centimes, avec un taux de subvention possible de 20%, soit un montant subventionnable de 58 998 € hors taxe. Pour le deuxième dossier, c'est la rénovation de l'éclairage public dans le même quartier des Chardonnerets, pour un montant total des travaux de 65 588 € et 10 centimes hors taxe, avec un taux de subvention cette fois-ci de 25%, et donc un montant subventionnable de 16 397 € hors taxe. Le troisième dossier est la réfection de voiries et de trottoirs dans le quartier des Marronniers, pour un montant total hors taxe de travaux de 169 389 € et 10 centimes, avec un taux de subvention là également à 20% parce qu'on est sur des voiries, et donc un montant subventionnable de 33 877 € hors taxe. Le quatrième dossier est la rénovation de l'éclairage public du même quartier des Marronniers donc, avec un taux de subvention de 25% sur un montant total hors taxe de travaux de 34 246 € et 41 centimes, soit 8 561 € potentiellement récupérables par la commune.
Voilà pour les 4 premiers dossiers. Ensuite, un gros sujet sur la rénovation de la rivière d'Oie, pour ceux qui se déplacent régulièrement, comme annoncé par Madame le maire lors des vœux vers Offker, c'est un vrai sujet, de cette rue de la rivière d'Oie. Et donc là également 2 dossiers pour un même projet. Le premier dossier, donc la réfection de voirie de la rue de la rivière d'Oie, pour un montant hors taxe de travaux de 210 260 € hors taxe avec un taux de 20% subventionnable, soit une subvention totale possible de 42 052 € hors taxe. Et donc, le deuxième partie, pas forcément cette fois-ci de l'éclairage, mais de l'étabonnage, c'est-à-dire la réfection des fossés de la rue de la rivière d'Oie, pour de refaire la route et que la route bascule dans le fossé comme c'est le cas actuellement, avec un montant total de travaux hors taxe de 193 156 € hors taxe, avec un taux de subvention sur ce dossier de 35%, soit un montant subventionnable de 67 604 €. C'est-à-dire qu'on est sur une opération à plus de 400 000 € hors taxe sur la rue de la rivière d'Oie, tout compris. Ensuite, un autre dossier, la création d'un terrain de beach soccer au stade Agneray, 69 580 € hors taxe pour le montant total des travaux, un taux de subvention possible de 25%, et donc un montant subventionnable à 17 395 €. Un autre dossier encore, la sécurisation piéto-vélo sur le collège Boris Vian, pour un montant total hors taxe des travaux de 142 115 € hors taxe, un taux de subvention de 25%, et donc un montant subventionnable de 35 528 € hors taxe. Ensuite, un très gros dossier, qui est la réalisation de travaux de mise en conformité de la sécurité incendie de l'école Victor Hugo, avec un montant total hors taxe des travaux qui représente 202 000 € hors taxe, un taux de subvention de 25%, et un montant subventionnable donc, voici c'est plus simple à calculer, de 50 500 € hors taxe. Pour nos agents, il avait été mesuré il y a quelques mois l'acoustique et le taux de décibels pour chacune des cantines, donc on a décidé de faire des travaux d'isolation phonique à la cantine du Moulin, pour un montant total hors taxe des travaux de 11 059 € hors taxe, un taux de subvention de 25% et donc un montant subventionnable de 2 764 €. On poursuit également l'avant-dernier dossier de subvention de l'ETR, d'équiper les écoles de 6 vidéoprojecteurs interactifs et donc des 6 micro-ordinateurs dédiés. C'est une politique régulière qu'on lance tous les ans, avec un montant total des travaux de 11 133 € et 12 centimes hors taxe, un taux de subvention de 30% et donc un montant subventionnable de 3 339 € hors taxe. Et donc le dernier dossier, qui est également un dossier récurrent de la commune, qui est la question de la sécurité incendie, du dispositif incendie par la fourniture de pose, pour la fourniture et la pose de 3 poteaux incendie pour un total de 6 429,95 € hors taxe, un taux de subvention de 25% et donc un montant subventionnable de 1 607 €. Voilà. On vous demande le total par contre des dossiers, les 12 dossiers présentés, qu'on vous demande d'accepter pour que nous puissions avoir la complétude de nos dossiers et ainsi demander les subventions. Je vous remercie Madame la maire. Merci Monsieur le député. Je vous demande donc de bien vouloir m'autoriser à présenter les dossiers et signer toute pièce à intervenir. Je ne manquerai pas de vous faire des retours, qu'ils soient favorables ou non. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, passons à notre gros point du jour, DOB. Je vais laisser le soin de M. Raymond Lefebvre, adjoint aux finances, de nous présenter le rapport sur les grandes orientations budgétaires de la ville pour l'année 2018. Ce rapport a été déposé sur vos tables. Monsieur Lefebvre. Merci Madame la maire. Donc effectivement, pour faciliter le suivi et pour une totale transparence, nous avons effectivement déposé sur votre table le rapport complet que je vais vous présenter et que je vous invite donc à parcourir. Donc le rapport et également le document qui vous était aussi joint avec l'invitation du conseil municipal. Avant de commencer au niveau du rapport, je me dois aussi de vous rappeler les règles réglementaires. Le débat d'orientation budgétaire est une étape obligatoire imposée par l'article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales. Même s'il n'a pas un caractère décisionnel, le DOB permet de présenter des orientations qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget, d'informer sur la situation financière de la commune et de fournir des éléments d'analyse rétrospective et prospective. Sa teneur doit faire l'objet d'une délibération spécifique de l'Assemblée délibérante
qui doit faire l'objet d'un vote dans un délai de 2 mois avant l'examen du budget. Par son vote, l'Assemblée délibérante prend acte de la tenue du débat et de l'existence du rapport sur la base duquel se tient le ZOB. La deuxième partie présente le projet de loi de finances pour 2018. Je ne vais pas m'attarder sur ce chapitre car il s'agit de données nationales, mais nous avons pensé qu'il était nécessaire de vous citer les principales évolutions. Je vous laisserai en prendre connaissance après le conseil municipal ce soir, éventuellement avant de vous endormir. Alors, revenons à nos orientations budgétaires. Chapitre 3. Le rapport qui vous est présenté est organisé de 6 parties, autour de 6 parties. La première, rétrospective des comptes administratifs de 2012 à 2017. La deuxième partie, l'analyse financière 2012-2017. Troisième partie, analyse de la fiscalité, pareil, 2012-2017. Quatrième partie, le compte administratif prévisionnel pour l'année 2017. La cinquième partie, l'évolution des budgets primitifs et les orientations du budget pour 2018. Et enfin, sixième partie, l'analyse prospective 2013 à 2020. Ça va, ça vous convient? D'être prêt? On y va. Commençons par la première partie. Alors, je vais inviter là à suivre le document. Donc, il s'agit des pages 1 à 6. Donc, cette première partie présente une rétrospective des comptes administratifs simplifiés de 2012 à 2017. Pour cette dernière année, il faut savoir que les chiffres ne sont pas définitifs. Les chiffres de 2017 seront examinés dans le détail lors du compte administratif qui précédera le vote du budget. Cependant, d'ores et déjà, je peux vous annoncer que le bilan 2017 est bon et positif. Le résultat de fonctionnement est excédentaire de 1 512 405,14 € et que le résultat d'investissement est lui aussi excédentaire de 439 665,93 €, ce qui nous donne un résultat global de 1 952 071,07 €. La deuxième partie du document, c'est-à-dire les pages 7 à 14, présente une analyse financière rétrospective de 2012 à 2017. La page 9 présente l'évolution des principales dépenses et recettes de fonctionnement, ainsi que la part représentative de chacune d'entre elles par rapport au total. Si je vais trop vite, vous m'arrêtez. On constate que les recettes de fonctionnement sont en baisse cette année de 5,94%, en passant de 10 566 000 à 9 938 000 €. Les dotations de fonctionnement ont diminué de 0,41%. En 2017, la baisse de dotation forfaitaire liée à la contribution de la commune au redressement des comptes publics n'est plus compensée par la hausse de la DSU. Les recettes fiscales, qui tiennent compte de la baisse au 1er janvier 2017 des taux de la taxe d'habitation et de la taxe foncière non bâtie, pour 1,79 en moins, sont stables grâce à des hausses des bases. Par contre, les recettes fiscales indirectes sont en baisse de 14,81%. Cette diminution est liée essentiellement au transfert de la compétence du service de collecte des ordures ménagères à Grand Calais Terres et Mers. Pour rappel, en 2016, nous avions perçu 801 000 € de taxes d'enlèvement d'ordures ménagères. La dotation de compensation versée par Grand Calais Terres et Mers est de ce fait en augmentation de 332 000 €, hausse liée au transfert de la compétence du service de collecte des ordures ménagères. La suppression des contrats d'avenir, des TAP, et le transfert des ordures ménagères a entraîné une baisse des autres recettes de fonctionnement, malgré une hausse des effectifs dans les cantines et garderies et des recettes supplémentaires liées à l'extension des structures de la maison de la petite enfance. Les compensations au titre des exonérations de la taxe foncière
et de la taxe d'habitation sont, elles, en hausse de 35,74%, contrairement au fonds départemental de la taxe professionnelle qui, lui, est en baisse de 7,57%. Les dépenses réelles de fonctionnement sur l'année 2017 ont progressé de 0,20%. Les dépenses de gestion ont augmenté de 1,22% et les subventions et participations de 4,06%. Les dépenses de personnel, c'est un poste important, elles représentent quasiment 60% des dépenses réelles de fonctionnement. Elles ont baissé de 0,59%. Les intérêts de la dette, là aussi, on constate une baisse puisque nous n'avons pas emprunté en 2015 et en 2016. Donc naturellement, cette partie est en baisse. Page 10, le premier graphique présente l'évolution comparée des dépenses et des recettes. Le premier graphique. L'écart entre les recettes et les dépenses représente l'épargne brute disponible. On constate que les recettes de fonctionnement restent largement supérieures aux dépenses de fonctionnement. Le premier graphique, le deuxième graphique présente, lui, l'évolution de la dotation forfaitaire, dont la baisse, là, est liée à la contribution de la commune au redressement des comptes publics. On constate une baisse de 397 000 € entre 2013 et 2014. Page 11. L'épargne brute. L'épargne brute qui est schématiquement l'excédent entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement, est affectée à la couverture d'une partie des dépenses d'investissement, en priorité le remboursement de la dette. Notre épargne brute permet de couvrir largement le remboursement de la dette. Sur la période 2012 à 2017, elle oscille entre 1,2 et 2 millions d'euros, soit une moyenne de 1,6 million d'euros. L'épargne disponible, il s'agit donc de l'épargne brute moins le remboursement de la dette. Il reste lui aussi positif et aussi entre 700 000 € et 1,4 million. Après une période de constante augmentation entre 2014 et 2016, on constate une baisse en 2017 qui est liée en partie au transfert du service de la collecte des ordures ménagères à la fin d'étape et des contrats d'avenir. La baisse a été contenue grâce aux dispositions prises pour stabiliser les dépenses de fonctionnement. Pour les dépenses de personnel, page 12, s'agissant des communes de plus de 10 000 habitants, le rapport est complété par une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Donc sur cette page 12, les documents représentent l'évolution des charges et des effectifs calculés en équivalent temps plein, ETP. Les remboursements sur salaire correspondent principalement au remboursement de salaire pour les contrats aidés, à des remboursements de salaire consécutifs aux arrêts de travail liés à des accidents de travail ou liés à des arrêts maladie pour les agents affiliés au régime général et au Fonds national de compensation du supplément familial. La baisse des effectifs est en lien direct avec la fin d'étape et le départ d'agents, notamment mutation, retraite ou transfert vers l'agglomération. Les charges réelles de personnel, tout chapitre confondu, s'élèvent à 4,97 millions d'euros en 2017. Vous avez le détail dans le petit tableau suivant. Les effectifs, globalement, au 31 décembre 2017, on dénombre 155 agents en position d'activité. Répartis de la manière suivante: 123 fonctionnaires, 11 non titulaires occupant un emploi permanent et 21 autres agents n'occupant pas un emploi permanent. Vous avez dans le tableau suivant la structure détaillée au 31 décembre des agents titulaires, stagiaires et non titulaires permanents. L'évolution de notre dette, en page 13. En page 13, il évoque donc l'évolution comparée des dépenses d'équipement et des emprunts contractés. Et en page 14, sont présentées l'évolution du stock de la dette
et un comparatif entre dettes nouvelles contractées et dettes remboursées. Le deuxième graphique de la page 13 présente la variation de la capacité de désendettement de la commune ou ratio de solvabilité. Celui-ci exprime le nombre d'années qu'il faudrait à la commune pour rembourser la totalité de sa dette en y consacrant l'intégralité de l'épargne dégagée. Il est, au 31 décembre 2017, de 4,85 années. C'est un bon résultat. L'encours de la dette s'élève pas à 6 989 millions, excusez-moi, à 6,989 millions d'euros. Pour rappel, cette capacité était fin 2013 de 6,54 années pour un encours de dette de un peu plus de 8 millions, 114 000 euros. La troisième partie concerne, donc vous allez la retrouver entre les pages 15 et la page 18. Présente, graphique à l'appui, une rétrospective de l'évolution de la fiscalité directe, notamment des bases et les taux et les produits des trois ménages, les taxes ménages. Pardon. Le tableau page 7 positionne les taux communaux de marque par rapport aux moyennes départementales, régionales et nationales des villes entre 10 000 et 20 000 habitants. Engagée en 2014, la baisse du taux et de la taxe d'habitation s'est poursuivie en 2015, 2016 et 2017. Ce taux ayant été ramené à 19,15% en 2017, ce qui représente une baisse de 8,33% en 4 ans. Page 18. Vous avez un petit tableau avec l'effort fiscal. L'effort fiscal constate le poids des impôts, les différentes taxes ménages, qui pèsent sur les ménages marquois par rapport aux ménages des autres communes de France. Plus on s'éloigne de 1, plus l'effort est important. Nous sommes à un coefficient de 1,433 par rapport à une moyenne de 1,19. Cela prouve bien que nous ne pouvons et nous ne devons pas augmenter le poids des impôts pour les marquois. Le potentiel financier, c'est le tableau suivant, mesure la richesse de la commune. On constate que Marc est largement moins riche que la moyenne des communes entre 10 000 et 20 000 habitants. À partir de 2014, la comparaison a été faite sur des villes de 10 000 à 20 000. Nous avons un potentiel financier à 701 € par rapport à une moyenne de 1120 €. La quatrième partie de mon exposé va concerner donc les pages 19 à 22, présente les résultats comptables de l'année 2017. L'examen détaillé des comptes 2017 et définitif sera effectué lors de la présentation du compte administratif lors du prochain conseil. Nous allons pouvoir passer maintenant à la cinquième partie, les pages entre 23 et 27, qui présentent les orientations du budget 2018. Sans entrer dans le détail du budget 2018, il est néanmoins possible, dès à présent, d'en esquisser les grandes lignes. Les recettes ont été évaluées avec prudence. En ce qui concerne les dépenses, les estimations ont été faites avec rigueur et dans l'objectif d'une recherche systématique d'économie de gestion. Les besoins des services ont été pris en compte, ce qui est important, et le programme d'investissement sera défini selon les principes suivants. Ce sont les mêmes principes depuis 2014, c'est-à-dire privilégier des investissements non générateurs de frais de fonctionnement supplémentaires et cibler des investissements indispensables et raisonnables. En ce qui concerne la section de fonctionnement, je vous invite à prendre le tableau, page 24. L'excédent de 2017, qui devrait être reporté pour garantir l'autofinancement prévisionnel ci-dessus, est fixé à 600 000 € sur les 1 512 000 € d'excédent global qu'on a vu au début de l'intervention. Le solde, soit 912 405, étant affecté directement au financement des investissements et des dépenses d'investissement. Les recettes fiscales
La baisse des recettes fiscales est liée à la mise en place de la réforme sur la taxe d'habitation. 80% des contribuables verront en 2018 baisser leur taxe d'habitation de 30%. L'État couvrira intégralement le dégrèvement dans la limite des taux et des abattements en vigueur en 2017. Ce dégrèvement, pour Marc, est estimé à 467 000 € pour 2018. Ainsi, les produits issus des 3 taxes, taxe d'habitation, taxe foncière, bâtie et non bâtie, peuvent être estimés à 2 859 000 €. Pour rappel, en 2017, nous avions perçu 3 309 000 €. Ces produits ont été calculés en prenant en compte l'actualisation des bases, fixée par la loi de finances, plus 1,2% en 2018, l'application de la réforme sur la taxe d'habitation et le maintien du taux de la taxe d'habitation à 19,15%. Les taux d'imposition ont diminué de 8,33%, je vous l'ai dit tout à l'heure, 8,33% depuis 2014 pour le taux communal de la taxe d'habitation et du foncier non bâti. Fidèle à poursuivre notre engagement de baisser la fiscalité locale, le taux du foncier bâti sera fixé à 19,40% contre 19,66% en 2017. La dotation forfaitaire, qui ne cesse de diminuer depuis 2014, a été évaluée, là aussi avec prudence, à 1 330 000 €. Concernant la DSU, l'enveloppe globale au niveau national sera en augmentation de 5,26% en 2018. Nous pouvons donc l'estimer à 1 016 000 € pour la ville de Nantes. La dotation de péréquation devrait rester stable et s'élever à 315 000 €. Les autres participations de l'État sont prévues en baisse. Les estimations sont établies en tenant compte de la fin des contrats aidés et des aides. L'attribution de compensation et dotation de solidarité communautaire devrait être identique à 2017, soit un petit peu plus d'1 million d'euros, 1 085 700 €. L'attribution de compensation tient bien évidemment compte du transfert du service des ramassages des ordures ménagères pour 332 000 €. Les compensations au titre des exonérations de taxes foncières et taxes d'habitation peuvent être estimées à 597 400 €. Les autres participations, notamment celles de la CAF, sont prévues en baisse. Cette diminution est liée à la fin d'étape, bien évidemment, mais aussi du fait qu'en 2017, la commune a bénéficié de régularisation d'aide pour la maison de la petite enfance et pour le contrat enfant jeunesse au titre de l'année 2016. Les crédits correspondant au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, FDPTP, sont prévus en baisse de 14,36%. Les produits d'exploitation ont été ajustés pour tenir compte des réalisations de 2017. Ils proviennent de différentes sources, tout d'abord la facturation de la crèche, de la restauration scolaire, des garderies, des activités extrascolaires, des redevances funéraires et l'occupation du domaine public, mais aussi du remboursement par le CCAS des salaires du personnel qui lui est mis à disposition par la ville, du remboursement par Grand Calais Zémer des frais pour la mise à disposition des locaux pour l'École nationale de musique et de danse et pour le ramassage des ordures ménagères des rues inaccessibles. Nos dépenses de fonctionnement, elles concernent les charges de gestion courante, les frais personnels et des subventions et participations, des charges financières et exceptionnelles. Globalement, l'évolution des dépenses de fonctionnement est estimée à plus 0,92%. La gestion des dépenses courantes concerne les achats de prestations de services, de fluides, de fournitures d'entretien et de petits équipements, l'entretien et la réparation de notre patrimoine, aussi bien les biens mobiliers que les biens immobiliers, les assurances, les fêtes et cérémonies, le transport. L'objectif que nous nous sommes fixés avec les services de la commune pour les dépenses de gestion de 2018 est de revenir au niveau le plus proche possible du réalisé de 2016. Elles sont donc prévues en baisse de 311 000 € par rapport au BP 2017.
La hausse des frais de personnel est limitée à 1,33% par rapport au BP 2017. Celle-ci comprend notamment le reclassement indiciaire des agents de catégorie A, B et C, ainsi que des contractuels au 1er janvier 2018. Cette hausse comprend aussi les évolutions de carrière, les recrutements d'un juriste, le recrutement d'un agent contractuel pour gérer le dispositif de recueil des cartes d'identité et des passeports. Voilà, à ce sujet, il faut savoir que la commune va percevoir une indemnité fixe de 8 580 € par l'État et également une indemnité variable en fonction de la volumétrie. On tient compte également d'agents contractuels à temps non complet pour compenser la fin des contrats aidés. Enfin, la hausse comprend également l'indemnité compensatrice versée aux agents pour compenser en partie la hausse de la CSG déductible de 5,10 à 6,81%, ce qui représente un coût pour la commune de 42 000 €. Sachez que des actions de réorganisation des services seront mises en place afin de ne pas remplacer l'ensemble des départs. Les subventions et participations à hauteur de 1 301 000 € seront inscrits à ce chapitre, contre 1 275 000 € au BP 2017, soit une hausse de 2,04%. Ces prévisions tiennent compte de l'augmentation de la participation au SDIS et d'une enveloppe pour d'éventuelles attributions de subventions imprévues en cours d'année. Les charges financières vont augmenter puisque nous avons contracté en 2017 et 2018 de nouveaux emprunts pour l'aménagement de la place. Les charges exceptionnelles enregistrent les dépenses liées aux bourses, aux allocations versées aux étudiants, les dictionnaires distribués aux enfants, représentant le cours moyen des écoles élémentaires de la commune, ainsi que l'achat des coupes et des trophées. On constate une hausse du BP de 2018 de 26 000 € par rapport à 2017, due notamment à la mise en place de la nouvelle allocation logement pour 2 années scolaires, 2017-2018 et 2018-2019, et à la hausse des autres allocations. Les atténuations de produits concernent le prélèvement SRU et le remboursement de dégrèvement de la taxe d'habitation sur les logements vacants. Ils peuvent être estimés à 38 000 €. Enfin, 342 000 € seraient budgétisés, soit à peu près 3%, pour d'éventuelles dépenses imprévues. Enfin, la dotation aux amortissements 2018 devrait se situer de l'ordre de 284 960 €. Compte tenu de ce qui précède, l'autofinancement prévisionnel, qui représente l'excédent des recettes sur les dépenses budgétisées, peut être estimé à 560 000 €. Au niveau de la section d'investissement, page 25. Vous voyez les efforts réalisés pour maîtriser les dépenses de fonctionnement et au regard des prévisions détaillées précédemment, il peut être dégagé un autofinancement de 2 197 031 €, composé de la manière suivante. Le virement du fonctionnement qu'on a vu précédemment de 560 000 €, les dotations des amortissements, 284 960 €, et l'affectation de l'excédent d'investissement de l'année 2017 de 439 666 € et enfin l'affectation du résultat 2017 de 912 405 €. À cet autofinancement s'ajoutent des subventions, bien évidemment, pour un montant de 788 000 €. Et je vous rappelle que ce chiffre, on a toujours dans le budget des subventions certaines que la ville va bénéficier. À ce sujet, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer puisqu'on a eu hier un retour du FIPD et on va avoir 40 000 € de subventions supplémentaires pour la sécurisation des écoles. Donc ces 40 000 € ne sont pas compris dans ces 788 000 €. C'est une bonne nouvelle
qui vient s'ajouter au budget. Alors, on a des subventions, on a également le FCTVA et les taxes d'aménagement pour 386 000 €. On aura également le solde de l'emprunt contracté pour le financement de l'opération de la place d'aménagement de la place de l'Europe et l'acquisition de l'immeuble rue François Jaubert, l'ensemble pour un peu plus de 2 millions d'euros. Enfin, quatrième point, d'autres recettes, des cessions foncières, ou cautionnement, ou opération d'ordre pour 261 000 €. L'ensemble de ces recettes représente un budget de 5 705 000 €. Alors, comment allons-nous utiliser ces 5,7 millions de recettes d'investissement? J'invite à prendre la page 26. Avant de déterminer le contenu précis de notre programme d'investissement, il y a lieu de prendre en compte les dépenses fixes et incompressibles. La première dépense, c'est le remboursement de la dette. Il faut rembourser nos crédits. Donc pour l'année 2018, le remboursement de la dette s'élèvera à 643 000 €. On a l'amortissement des opérations patrimoniales et des subventions d'équipement pour 63 000 €, les travaux en régie de l'ordre de 200 000 €, et on a ajouté également une ligne de crédit pour d'éventuelles dépenses imprévues de l'ordre de 130 000 €. L'ensemble de ces charges fixes représente globalement 1 million d'euros, donc 5,7 millions moins 1 million d'euros. Nous avons un programme d'investissement pour 2018 qui peut s'élever à 4,7 millions. Dans ce programme figureront les projets suivants. Le projet phare, celui de la poursuite de l'opération de la place de l'Europe, l'aménagement de la place de l'Europe, pour 2 331 000 €. Mais nous n'oublions pas tous les autres projets. Alors, je vais vous les citer. Le premier, les travaux de mise en conformité de l'école élémentaire Victor Hugo pour 100 000 €. La fin des travaux de réaménagement des locaux de la ferme des Aigrettes pour 113 000 €. Les travaux de voirie de la rue de la Rivière-d'Oie, on en a parlé tout à l'heure, pour 100 000 €. Divers travaux de voirie d'éclairage public, d'aménagement extérieur et de sécurité pour une somme supérieure à 1 million d'euros, avec entre autres l'aménagement d'une aire de jeu ou M2 Marque, de la vidéosurveillance, du mobilier urbain. Nous allons également acquérir des équipements et réaliser des travaux dans les stades et les salles de sport pour 159 000 €. Nous allons effectuer des travaux de mise en sécurité des écoles et l'acquisition de matériel mobilier pour 172 000 €. Nous allons également acheter des terrains et des immeubles pour un total de 329 000 €. Et enfin, nous allons consacrer 303 000 € pour permettre de faire face aux besoins des services et des travaux divers. Nous vous proposerons lors du vote du budget primitif 2018 de mettre en place 2 nouvelles APCP. La première, donc une APCP, c'est une autorisation programme de crédit permanent. En fait, c'est un outil juridique qui permet de valider juridiquement le montant total des dépenses par opération et de prévoir les crédits budgétaires sur le bon exercice en fonction de la planification des travaux. Et donc, on peut étaler les travaux sur plusieurs années grâce à cette APCP. Donc, on vous proposera 2 APCP. La première pour l'opération voirie rue de la Rivière-d'Oie, pour des travaux de rénovation, et la seconde pour des travaux de mise en conformité de l'école élémentaire Victor Hugo. La dernière partie de cette présentation, la 6e partie, les pages 28-30, présente une vision prospective des finances de la commune. Pour permettre à la commune de conserver une situation saine de ses finances, il est essentiel d'être vigilant, tant sur l'évolution des dépenses de fonctionnement que sur le niveau d'investissement que la commune entend réaliser. L'analyse prospective présentée ici repose sur une évolution des recettes limitée à 1% à compter de 2019.
Cette évolution s'inscrit sur le maintien d'une politique de rigueur de l'État dans les aides qu'ils apportent aux collectivités territoriales. Si la commune veut continuer à financer principalement ses dépenses d'investissement par de l'autofinancement, il est impératif d'essayer de limiter la hausse de ses dépenses de fonctionnement à un niveau maximum de 1,5% en 2018, 0,6% en 2019 et 0,3% en 2020, soit une moyenne annuelle de 0,80% sur 3 ans. De même, si la commune veut continuer à réduire son endettement, le programme d'investissement annuel de 2018 à 2020, hors travaux de la place de l'Europe, devrait se situer dans une moyenne de 1,5 million d'euros, dont, en permanence, 150 000 euros de travaux réalisés en régie. L'encours de la dette était fin 2013 de 8 114 000 euros. Elle sera estimée à fin 2020 à 7 750 000 euros pour un programme d'investissement estimé à plus de 18 millions sur la même période. La page 30 présente une évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice 2018 selon les orientations budgétaires subvisées. Merci pour votre attention. Je tiens également à remercier M. Paulet et l'ensemble du service financier pour le suivi des comptes avec rigueur. Merci aussi à Mme Failly pour son engagement et pour ce travail ô combien important pour la commune. Donc merci à eux les deux. Merci Monsieur Leclerc pour cette présentation. Y a-t-il des interventions? Oui. Allez-y, madame. Merci. Merci. Dans un premier temps, vous parlez toujours d'encours de la dette été fin 2013. Je vous rappelle que depuis 1995, la commune de Marcq est endettée et devait être sous tutelle. Donc depuis 1995, l'ancienne municipalité comme vous désendette la ville de Marcq. Donc ce n'est pas une dette depuis 2013, elle est depuis 1995. Non, mais c'est le terme, c'est toujours. Voilà, c'est un désendettement depuis l'année 1995. On ne dit pas, et je pense que M. le Premier adjoint était extrêmement clair, c'est pas de dire que la commune de Marcq tout d'un coup est devenue endettée. Vous savez. Non, mais c'est pour ça que je préfère le. Et donc c'est un point de repère. L'informer aux Marcquois qui nous regardent aussi. C'est un point de repère extrêmement clair, parce que évidemment les cycles municipaux font que ce sont de 6 ans en 6 ans, et c'est pour ça que vous verrez dans l'ensemble des documents, que ce soit les documents qui sont issus de la part de l'État ou qui sont issus des services municipaux, des cycles qui sont à chaque fois de 6 ans en 6 ans. C'est pas une attaque, c'est pas un défaut d'information, c'est simplement la façon dont on a toujours procédé, qui est de dire en comparaison avec des périodes. Mais elle n'était pas endettée, vous n'êtes pas arrivé à être endetté. On désendette aussi depuis 1995. C'est juste une question de forme, c'est tout. Bon, on n'a pas dit qu'elle était endettée, on a donné le niveau de la dette. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un endettement. Non, mais c'est le terme que vous utilisez. C'est elle est en désendettement depuis 1995. Non, mais bon. Tout est dit, simplement, oui, on fait une analyse sur les 5 ou 6 dernières années. Comme en 2018 ou 2019, on parlera peut-être plus de 2014 que 2013. Donc après, oui, la commune, on ne dit pas qu'elle est surendettée. Non, vous ne l'avez pas récupérée surendettée. Elle était endettée à hauteur de 2 millions. Depuis 1995, donc là, actuellement, vous faites le même travail que nous avons vu. Elle était endettée à combien en 1995? Je n'étais pas allée lui à cette époque. Mais elle devait aller sous tutelle, donc à mon avis, elle devait être très endettée. Parce que si une commune perd sous tutelle, c'est qu'elle devait vraiment être endettée. Simplement pour. On va terminer sur ça. C'est justement sur le terme endetté. On parle du stock de dette. Donc quand on parle d'un stock de dette, c'est normal qu'on utilise le mot endetté. Si on a un verbe à prendre. À moins que je me trompe dans mon français. Ah non, on parle français, je suis désolé de vous dire. Allez, l'essentiel. Oui, c'est. Non, Non, je sais pas.
En fait, je vais vous préparer plusieurs choses, mais effectivement, il y a des réponses qui ont dans le document qu'on a eu aujourd'hui ce soir. Malheureusement, vous auriez dû nous en informer peut-être un peu avant qu'on puisse en prendre connaissance. Mais bon. Non, enfin, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous voulez dire, Madame Delcroix, parce que on pourrait se limiter au débat d'orientation budgétaire, donc au document que vous avez eu dans votre convocation. Simplement, M. Lefebvre a eu la très grande gentillesse, qui est acceptée par Mme le maire, de vous transmettre l'entièreté de son intervention afin que vous ayez l'ensemble du document écrit, que vous puissiez ensuite récupérer, comme c'est un débat de rotation budgétaire, on a derrière, je vous rappelle, une commission finance, et on a en plus derrière le débat sur le budget. Donc on aurait très bien pu ne pas être ouvert, ne pas être gentil, laisser la vidéo, que vous puissiez reprendre l'ensemble de notation. Donc les dispositifs légaux ont été parfaitement respectés, et en plus, on vous a donné l'intégralité du texte de l'intervention de M. Lefebvre. Il ne faut pas entrer dans ces exagérations. Alors, moi je vais prendre au niveau des frais personnels, parce que là vous avez parlé un peu des frais personnels. On peut constater qu'ils augmentent de 7,2%, alors que le nombre d'agents, lui, baisse de 2%. Vous avez donné votre explication, mais nous on pense que c'est plutôt la malheureuse embauche du chef du cabinet, ou alors c'est le coût du fonctionnement de la police municipale. Par ailleurs, on voudrait, si c'est possible, avoir accès à l'ensemble du bilan que représente la police municipale. Si je peux me permettre, il n'y a pas eu augmentation de combien vous dites, de 7%? Vous avez 7,2%. Ils augmentent les frais de personnel, ils augmentent de 7,2% environ, alors qu'on vous laissait entre 1914 et 1917. 2014, pardon, comme je suis partie sur la ligne 95, je suis restée dans les 1917. 2014 et 2017. Et c'est combien vous dites? 7,2%. Et non de 4,636 à 4,971 par an. Je peux répondre à la question. Non, on est entre 2016 et 2017. En 2014 et 2017, monsieur si on... Donc, si j'ai bien compris, notre période de référence, c'est sur 3 années. Donc, une fois que vous avez compté l'augmentation de la valeur de points, une fois que vous avez compté l'indice GDT, on arrive à peine à 2%. Donc, c'est une inflation, on va dire, une augmentation qui est tout à fait maîtrisée. Donc, maintenant, on peut aussi choisir de faire le comparatif sur une dizaine d'années. À l'époque où il y avait une inflation à 5-7%, vous allez nous sortir des augmentations de salaire à 80%. Donc je pense moi que la véritable référence c'est d'année en année. Donc là, comme l'a dit notre premier adjoint en finance, c'est une gestion qui est parfaitement maîtrisée puisqu'elle indique 1,33% sur une année. Et si je peux me permettre de rebondir sur ce que vient de dire Madame la deuxième adjointe, l'augmentation naturelle des salaires et des charges de personnel, c'est 2% par an, naturellement. C'est-à-dire que l'augmentation que vous décrivez, on est strictement dans la norme qui est celle de permettre quand même à des agents d'évoluer dans leur carrière, qui était une démarche extrêmement intensive, qui était la nôtre, je ne vais pas vous rappeler l'historique, mais d'éviter les temps partiels subis, qui étaient extrêmement nombreux quand vous êtes arrivé. On a dû, et on va devoir travailler sur la question du RICEP, qui est également un vrai sujet. Donc, on a réussi, en réalité, vous devriez plutôt nous remercier, parce qu'on a réussi à créer des nouveaux services à la population, type police municipale, tout en permettant des agents d'évoluer dans leur carrière, sans avoir une augmentation qui est au-delà de l'augmentation naturelle des dépenses de personnel. Et puisque vous avez pris la référence 2014-2017 en disant que ça augmentait de 7% sur 3 exercices, je viens de m'amuser, entre guillemets, à faire le calcul entre 2012 et 2014, parce que les chiffres sont là, et vous nous dites que c'est pas bien, parce qu'en 3 ans, on a augmenté de 7%, alors que si je prends 2014-2012, l'évolution, c'est 10% en 2 ans, quand vous étiez au pouvoir. C'est incroyable, ça. Qu'est-ce qu'il faut pas Zut. Ah bah oui, c'était nous. 10%. Sur les frais personnels, on verra dans le compte administratif si toutefois il y a plus de détails. Au niveau de la page 20 du compte administratif 2017, en dépenses, il a été prévu 10 millions et vous avez réalisé que 8 millions. Il y a quand même 1,5 million de moins. C'est
quand même énorme. Ce que je vous propose pour le compte administratif 2017, c'est de le voir tranquillement. Enfin, on va étudier en détail lors de la commission finance. D'accord. Donc dans ce cas-là, on verra ça lors de la séance sur les finances. Parce que là, j'ai eu d'autres questions sur le compte administratif, mais effectivement. Après, si on prend page 29, la prospective, si on compare 2014 et les prévisions pour 2020, on voit que les recettes de fonctionnement baissent, les dépenses de fonctionnement augmentent, les fonds de roulement baissent, l'endettement augmente. C'est toute l'analyse que je viens de citer tout à l'heure. Les recettes de fonctionnement, on aimerait bien les voir augmenter. Je demanderai que ça. Après, moi, ce que je peux vous assurer, c'est que les dépenses de fonctionnement, on essaie de les maîtriser au mieux. Voilà, pour toujours le même objectif, dégager de l'excédent global au niveau du fonctionnement qui va nous permettre d'investir sans recourir à l'emprunt, tout simplement. On a emprunté, pour l'instant depuis 2014, que pour 2 opérations, la place de l'Europe et l'église du Fond Vert. Tous les autres investissements ont été faits sur fonds propres. Ça prouve que la gestion de la mairie est bien tenue. Je me permets de rajouter quelque chose, monsieur le premier adjoint. Nous aurions adoré avoir plus de recettes de fonctionnement. Nous aurions aimé l'avoir. Simplement, je vous rappelle qu'on a perdu 1,5 million d'euros sur les 3-4 dernières années suite aux décisions du gouvernement socialiste par lequel nous appartenons. C'est bon pour vous? Oui, Madame le maire, je suis contente que vous me parliez parce que depuis tout à l'heure, c'est Monsieur Dumont qui me parle, donc je ne sais pas. Vous savez bien que vous êtes Madame Madame le le maire. maire. Madame le maire, je pense. Nous sommes ensemble. L'équipe. Voilà. C'est tout, Madame le maire. Tout à fait. Monsieur Bouchel, avez-vous une intervention? Oui, Madame le maire. Je partage avec vous, Monsieur Lefebvre, un mot de votre exposé, c'était le mot vigilance. J'ajouterai un autre mot, c'est prudence. Je crois que la préoccupation essentielle d'un élu, c'est de bien gérer sa commune, en cas de famille, et donc de maîtriser les dépenses de fonctionnement. Dans votre DOC 2018, vous prévoyez une baisse des dépenses de fonctionnement. Moi, je m'interroge, d'abord, quelles seraient ces dépenses qui pourraient donc baisser, sachant qu'il y a des dépenses qui sont incompressibles. Et je vous dis également qu'une baisse des dépenses de fonctionnement, on va faire les coûts sur facile, mais ça peut engendrer également une perte de qualité au niveau des services rendus à la population, et qui peut parfois générer un certain mécontentement. Deuxième remarque, je ferai un petit bémol sur l'excédent global de 2 millions d'euros pour 2017, car il y a des travaux qui ont été programmés, qui n'ont pas été réalisés, notamment sur l'opération 9036, l'aménagement de la place de l'Europe. Donc c'est pour ça qu'on va faire un excellent excédent de fonctionnement. Moi, qu'est-ce qui m'inquiète, Madame le maire, pardon, monsieur le député, monsieur l'agent aux finances, c'est l'analyse financière. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Les trois, je vais la finir. L'analyse financière de prospective 2018-2020. L'année 2018, c'est une année charnière. 2019-2020, ce serait une année plus critique. On le voit bien dans le tableau page 29. On a eu la chance ce soir d'avoir une analyse prospective jusqu'en 2020. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que cette situation va dégénérer, dégrader, que l'excédent brut de fonctionnement va avoisiner 350 000 euros en 2019 et 2020, au lieu de 1 900 000 ici. L'endettement global de la commune va toujours augmenter, de 7 millions d'euros en 2017 va passer à 8,5 millions. Et il faut être vigilant, car c'est difficile actuellement de faire des budgets. On a beaucoup de paramètres inconnus, notamment le montant de la dotation globale de fonctionnement, les subventions qui vont être probablement revues à la baisse pour financer certains dossiers, et les réformes fiscales du gouvernement, notamment celle de la taxe d'habitation, avec les conséquences sur les communes. Donc trop d'incertitudes subsistent. Donc soyons vigilants. Je vois très bien également que le réaménagement de la place de l'Europe, qui est une bonne chose, de ses abords, va coûter cher quand même à la commune, mais elle va être aussi amputée, va empêcher également de prévoir et de financer certains travaux, notamment la rénovation du quartier des Hautes-Communes, où il faudra, si on le fait, encore prévoir des emprunts.
Et donc là, de nouveau, on repart dans un cycle avec des emprunts. Donc c'est pas toujours facile de gérer ça, et il faut être très prudent, c'est 2019-2020. Voilà ce que je pense au niveau de la gestion. Merci monsieur Bouchel par rapport à vos mots sur la gestion rigoureuse, sur la prudence. Concernant les dépenses de fonctionnement 2018, quand vous prenez le tableau page 24, nos charges de personnel vont augmenter de 1%. C'est ce qu'on prévoit. Là où on peut faire des économies, c'est sur les 3 premières lignes, achat, services extérieurs, autres services extérieurs. Et c'est là où on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Donc c'est du travail au quotidien. Ça va peut-être être attention aux économies sur le chauffage, sur la consommation des véhicules. On va regarder chaque poste pour optimiser les postes de charge. Tout simplement, on regarde chaque ligne. Est-ce qu'il faut encore continuer d'imprimer sur du papier couleur? Une photocopie couleur coûte 10 fois plus cher qu'une copie noir et blanc. Les bulletins municipaux. Enfin voilà, on va regarder chaque ligne et ce sont des petites économies qui vont peut-être faire à la fin d'année les 300 000 € de gains. Mais sachez qu'on va essayer de faire notre maximum pour ne pas réduire le service public. Oui, donc notre groupe majoritaire est très heureux de voir que vous rejoignez nos préoccupations au quotidien. Non. C'est pas de la politique, madame Dumont, ce soir, je ne suis pas politique que ça. Je donne mes sentiments sur la gestion. Ben oui, mais moi je vous donne le mien. Non, mais moi je ne suis pas. Vous savez que je suis un homme d'intérêt communal, d'intérêt humaniste, apolitique. Donc voilà. Mais je ne suis pas politique, madame. Je parle de choses sérieuses de la gestion, et je sais que dans 2 ans, on aura des soucis, on va retomber à 300 000 € d'essais en fonctionnement, et qu'en 2020, la nouvelle majorité ou la majorité actuelle aura des soucis pour gérer parce que ça sera rétérac, il faudra faire de nouveaux emprunts pour faire des investissements. Ça c'est important, ça, je pense que c'est vraiment l'essentiel ce soir. C'est attention 2018 charnière, on a encore un bon excédent, je crois qu'on est d'accord. 2019-2020, attention danger. Voilà. Oui, monsieur Michel, ces constats, ce sont des constats que nous avons tous au quotidien. Moi, je préfère le dire aussi. Oui, et donc, moi, je vous dis que je suis heureuse de voir que vous rejoignez nos préoccupations. On s'emploie chaque jour à essayer de gérer au plus juste. Alors, maintenant, concernant les travaux des hautes communes, c'est vrai qu'on regrette de ne pas pouvoir le faire. Mais s'il y a des habitants des hautes communes, est-ce que vous pouvez nous rappeler depuis quand ces travaux auraient pu être faits? Je ne sais pas, il y a peut-être un certain nombre de temps. Là, je vais vous prendre la parole, madame Secrétaire le maire. Si je prends l'agenda 2018, tous les bâtiments qui ont été créés sur l'ancienne municipalité, on peut faire également l'inventaire. Et là, je crois qu'on a quand même pas mal investi aussi, énormément. Donc, on a quand même bien bossé. Et on n'a pas tout fait non plus, on ne peut pas tout faire. Donc voilà. Vous savez, tous les bâtiments qu'on a fait, que ce soit au stade, que ce soit à la salle des brigades, on a fait des choses. Dans les écoles, la réaction dans les écoles, on a fait beaucoup aussi. Donc je pense qu'on ne peut pas là nous critiquer. Sachant qu'en 1995, quand je suis arrivé à la commune, on était sous tutelle administrative. On a dû augmenter les impôts de 20%. Parce qu'on ne pouvait plus gérer. On faisait des emprunts pour rembourser des emprunts. Donc ça, c'était quand même grave. On n'avait pas de solution à dû faire ça. Donc, parce qu'il y avait les histoires de Transnac qui étaient faits par la commune, c'était un projet trop important pour une petite commune de moins de 10 000 habitants. Monsieur Bouchel, on partage totalement votre avis. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Simplement, la municipalité actuelle est en place depuis un peu plus de 3 ans, presque 4 ans. Vous me parlez d'une période qui a duré 20 ans. Donc, on va prendre le temps, évidemment. Donc, on connaissait la situation dans laquelle la municipalité auquel vous apparteniez avant de la quitter est arrivée. On a également, nous, fait les efforts nécessaires grâce au travail du premier adjoint et maintenant Madame le maire pour limiter les dépenses de fonctionnement. Ces dépenses de fonctionnement qui ont été limitées au début de notre mandat permettent de pouvoir investir massivement sur cette année 2018 que vous décrivez comme charnière, parce qu'on est de mémoire à plus de 5 millions d'euros d'investissement, certes avec un emprunt, mais qui était prévu sur l'opération de la place. L'opération de la place, une opération qui va remodeler la commune de Marcq,
est le cœur de la commune de Marcq, du moins le cœur administratif, pour les 40-50 prochaines années. Comme aujourd'hui, moi j'ai toujours connu la place, la place de l'Europe. Donc c'est un espace qui a vocation à rayonner sur un demi-siècle. Donc c'est évidemment une opération qui est lourde. C'est évidemment pour ça qu'on a fait un emprunt, parce qu'il est aussi assez peu logique, on l'avait pu en discuter d'ailleurs parce qu'en conseil municipal, de mettre l'ensemble des excédents budgétaires et des dépenses d'investissement sur un projet, ou geler les dépenses d'investissement sur 1 ou 2 ou 3 années, sur un seul projet. C'est pour ça qu'on avait fait les APCP, qu'on a demandé à lever l'emprunt. Ensuite, pour vous bien remettre les choses en perspective, en effet, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on va être très clair. Donc là, le scénario que vous avez devant les yeux, c'est le scénario catastrophe. C'est-à-dire qu'on sait que normalement, on n'ira pas en dessous. Derrière, comme pour le budget, le BP 2018, qui vous sera présenté lors du prochain conseil municipal, tout ce qui arrivera comme bonne nouvelle, que ce soit une bonne nouvelle en tant que subvention, comme M. Lefebvre a pu le dire, sur les 40 000 € qui nous ont été accordés suite à la demande de Mme le maire pour sécuriser les écoles, ou que ce soit la DETR qu'on vient de voter, tout ça donnera également de l'air, vous comprenez bien. Et vous voyez aussi les investissements que nous faisons. Les investissements que nous faisons sont des investissements qui ne génèrent quasiment pas de frais de fonctionnement. C'est-à-dire que c'est un investissement qui est sec et qui derrière, quand on refait la place de l'Europe, quand demain, d'ici la fin du mandat, on va commencer la rénovation du quartier des hautes communes, ce sont des investissements qui ne nécessitent pas de frais de fonctionnement. Ou derrière, il ne faut pas des agents supplémentaires, comme par exemple on peut l'avoir, et on le regrette, dans une médiathèque. Je prends la situation de la commune voisine qui est celle de Bois-Plage. C'est extrêmement compliqué parce que il y a aussi beaucoup de contrats aidés qui étaient dans cette médiathèque et qu'avec la suppression des contrats aidés décidés par le gouvernement, il faudra trouver un autre moyen de faire fonctionner ces équipements. Comme nous, on doit trouver des autres moyens de faire fonctionner des équipements dont les postes étaient pourvus par des contrats aidés. Vous comprenez bien que toutes ces décisions gouvernementales pèsent sur nos dépenses de fonctionnement parce que un service qui fonctionnait avec un contrat aidé où on avait 70% du salaire qui était pris en charge par l'État, la solution c'est quoi? C'est soit on ferme le service, soit on le reprend en charge à 100%. C'est pas une position facile. Donc évidemment, parfois certaines dépenses ou certains postes vont devoir être augmentés, pris en charge par les municipalités. Mais si on ne le faisait pas, on dirait oui, mais il faut fermer un service à la population. Donc évidemment, on cherche quelle petite économie on peut faire. Le premier adjoint a parlé de gazette municipale, pour être très clair. On l'a décidé avec une réunion qui était menée par Mme le maire, parce qu'on a vu les mêmes chiffres que vous. Et où on s'est disait, attendez, on va avoir un problème quand même à la fin, parce que vous connaissez les chiffres de la ville de Marcq, on les a dit, on est dans une situation financière où notre impôt rapporte peu et on a un delta d'un tiers de recettes en moins par rapport aux villes de même taille. Donc c'est ça aussi la réalité, et on subit les mêmes annonces du gouvernement. Donc, on ne roule pas sur l'or, et donc par exemple, pour ce qui concerne la gazette, on a décidé de passer de 4 à 3 gazettes municipales. Donc c'est vraiment des petites économies qui permettent de gagner, dans ce cas-là, de mémoire 3 250 € par an, et puis etc. Et puis petit à petit, on fera des économies comme ça. On en a bien conscience. Mais sachez vraiment que là, c'est le scénario catastrophe, et qu'on vise concrètement, réellement, à limiter et éviter au maximum ce scénario, et c'est bien pour ça qu'on fait les économies là où il faut les faire, en essayant, 1, de ne pas pénaliser les agents, 2, de ne pas supprimer des services aux Marquois, et 3, de pouvoir continuer à investir comme on investit actuellement. Donc c'est un travail collectif. Je peux pas la bien sûr. Permettez-moi de vous dire, monsieur le député, vous n'êtes pas très cohérent de vos propos, parce que vous dites qu'il faut limiter les dépenses, attention aux dépenses, et vous avez quand même pu embaucher un chef de cabinet. Donc là, on a des dépenses salariales peut-être inutiles pour moi, j'ai même voté contre ce poste. Là, on dit oui, il faut faire des dépenses, attention aux dépenses, on est entièrement d'accord ce soir. Et quelques mois avant, précédemment, vous avez quand même embauché un chef de cabinet. Et là, on ne l'a plus maintenant, donc c'était bien des fins politiques. Non, je ne vais pas dire ça, monsieur Bouchet. On va remettre en contexte, d'accord? On va remettre en contexte. Le contexte est extrêmement simple et clair. On a une commune qui a un déficit
d'encadrement, de cadre A. Ça fait, depuis notre élection, qu'on cherche une qualification, et c'est bien pour ça que M. Lefebvre a parlé du recrutement d'un juriste. Ça fait 3 ou 4 ans qu'on cherche un cadre A supplémentaire pour réussir à encadrer. D'accord ? On était dans une situation où on avait besoin d'une qualification supplémentaire. À partir du moment où on a réussi à trouver un DGS dans la personne de M. Paulet, on n'avait plus besoin de la compétence supplémentaire qui était celle à laquelle vous faites référence. Ça, la réalité, c'est qu'on a dû combler un manque à un moment donné, et le seul moyen concret qui était permis par le Code général des collectivités territoriales, c'était l'embauche d'un collaborateur de cabinet. Voilà. Et vous avez bien vu que dès qu'on a réussi à trouver la solution pour s'en passer, on l'a fait. Voilà. Alors, une fois de plus, on doit avoir, je pense, 2 cadres A dans la commune, si je ne dis 3. 3. On a 3 cadres A dans une commune. 3 cadres A pour 130 agents. Enfin, trouvez-moi une commune en France avec 130 agents qui a 3 cadres A. Et en cadre B, on n'en a pas beaucoup, parce qu'on va avoir une dizaine de mémoire. Il y en a du moins, peut-être. C'est ça la réalité de la commune de Marc. C'est qu'on a un défaut d'encadrement. Parce que, concrètement, il y a aussi un problème pour recruter. Combien de temps est-ce qu'on a mis à trouver un DGS, monsieur Bouchel? 6 mois, non? 5 mois? On a mis extrêmement longtemps à trouver un DGS. Parce que pour trouver un DGS compétent, comme l'est monsieur Paulet, Vous avez compétent, nous l'avons bien choisi. non mais c'est ça la question, pour trouver un DGS compétent. En 6 mois, on dirait. Non mais, le temps qu'on met pour trouver un DGS compétent, vous avez bien vu, monsieur Bouchel, vous avez été en responsabilité, vous savez que c'est pas facile de trouver un personnel qualifié d'encadrement. Donc, parfois, on doit parler au plus précis. Donc, je vous interdis concrètement de dire ce que vous avez vu tout à l'heure. Parce que vous travestissez la vérité. On a été au plus simple et au plus rapide. Bien, merci pour toutes ces interventions. Vous avez bien compris, nous avons fait des choix dans notre budget. On vous l'expliquera bien évidemment à notre commission finance. Monsieur Paulet a même prévu de nous présenter un petit diaporama afin de bien nous présenter le budget. Vous y assisterez. C'est souvent une semaine avant le prochain conseil municipal. Donc vous pourrez poser toutes vos questions. Les élus, l'ensemble du conseil municipal est invité. Donc n'hésitez pas, ce jour-là, on pourra bien débattre sur tous les sujets. Bien. Donc, je vous demande donc de prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire et du rapport qui a servi pour ce débat par un vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer au point urbanisme, le point 3. Et je vais laisser la parole à M. Bius pour la présentation de ces 2 dossiers. Merci, Madame. 3.1. Modification simplifiée du plan local d'urbanisme. Dans le cadre de la réhabilitation du centre-bourg, la ville envisage la réalisation par un bailleur social de plusieurs logements ayant pour vocation l'accueil des seniors. Aussi, la place de l'Europe faisant l'objet d'un aménagement qui offrira davantage de places de stationnement et dans un souci de densification urbaine du centre-ville, il est proposé une modification simplifiée du PLU pour la création d'un sous-secteur dans la zone UC, dénommée UCA, aux abords de la place. Cette modification permettra de préciser les règles relatives au stationnement des véhicules pour les bureaux, les commerces et les logements locatifs sociaux. Conjointement à cela, le périmètre des emplacements réservés, numéros 14 et 15, illustrés dans le document, précédemment destiné à l'extension du cimetière, sera modifié pour répondre au projet et l'emplacement réservé numéro 15, nouvellement délimité, sera alors renommé puisqu'il accueillera le parc urbain prévu dans le cadre de l'aménagement de la place de l'Europe. Est-ce que vous avez tous l'illustration? Si vous regardez la page 9, vous voyez la page 9.
Donc on a eu des emplacements réservés numéro 14 et 15 qui étaient donc plutôt verticaux et ils passeront donc horizontaux tout simplement sur, vous voyez la deuxième illustration, celle du bas, tout simplement effectivement pour le parc urbain au niveau du numéro 15. Compte tenu de ces éléments, je vous demande de bien vouloir accepter l'engagement de la procédure de modification simplifiée du flux. Bien, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Bius. Alors, autre illustration posée sur vos tables. 3.2, le schéma d'aménagement impasse Vauban. Le 14 février 2017, le Conseil municipal avait débattu sur les grandes orientations de notre plan d'aménagement et de développement durable. L'un de nos objectifs que nous nous étions fixés était de conforter la croissance démographique en privilégiant les opérations au sein de la trame bâtie. En effet, conscients des enjeux environnementaux et agricoles de la commune, les élus avaient privilégié les opérations de renouvellement urbain. Ainsi, 5,3 hectares avaient été identifiés comme étant un potentiel foncier fort au sein de la trame bâtie. En respectant une densité moyenne minimale de 25 logements par hectare, 132 logements pourraient être construits dans les dents creuses. À ce titre, et compte tenu de la disponibilité de certains terrains et de notre réserve foncière existante dans le secteur de la rue Vauban, je vous propose de réaliser une opération d'aménagement de logements locatifs, sociaux et privés au sein de ce quartier. Cette opération pourrait générer une petite vingtaine de logements. Un schéma d'aménagement de principe vous a été distribué donc sur vos tables. Avez-vous des questions? Non? Bien. Je vous propose donc de donner notre accord de principe sur ce schéma et de m'autoriser à réaliser toutes les démarches en vue de sa réalisation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer à notre point éducation, jeunesse et petite enfance. Madame Mercier n'étant pas présente, elle est souffrante. J'ai demandé à Madame de Seyne de bien vouloir présenter les prochaines délibérations. Merci Madame le maire. Suite à une circulaire du 26 juillet 2017, la Caisse nationale des allocations familiales a créé via le site monenfant.fr un guichet unique qui est un lieu d'information centralisé, d'écoute et de conseil aux parents du territoire qui sont à la recherche d'une solution d'accueil pour leurs enfants. En effet, grâce à une connaissance actualisée de l'offre et de la demande sur la commune et à un travail de concertation entre les acteurs de l'accueil individuel et collectif, le guichet unique apporte des solutions d'accueil adaptées aux besoins des familles. Les missions du guichet unique sont principalement le traitement, en 7 jours ouvrables, des demandes d'accueil formulées par les familles sur le site monenfant.fr et l'accompagnement des familles jusqu'à l'obtention d'une solution adaptée d'accueil. Par la signature d'une convention avec la Caisse d'allocations familiales, le relais assistante maternelle s'engage dans cette mission en accompagnant les familles dans la recherche d'un mode d'accueil, traitement de la demande via le site internet monenfant.fr. Deux autres missions reprises dans cette convention sont déjà appliquées et bien évidemment vont continuer à l'être. Il s'agit de promouvoir l'activité des assistants maternels, proposer aux assistants maternels en sous-activité un accompagnement en vue d'améliorer leur employabilité et favoriser les départs des assistantes maternelles en formation continue. Un versement complémentaire à la prestation de service de 3 000 € sera versé par la Caisse d'allocations familiales pour assurer cette mission. Voilà. Merci Madame de Seigne. Je vous demande donc de bien vouloir m'autoriser à signer cette convention et toute pièce à intervenir. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Concernant le règlement de fonctionnement, nous allons faire quelques modifications. Madame de Seigne. Madame le maire, dans les bâtiments, les sources d'émissions de substances
substances polluantes sont nombreuses, qu'il s'agisse de peinture, meubles, matériel d'entretien, et peuvent engendrer des symptômes tels que des maux de tête, fatigue, manifestations allergiques, asthme, etc. Ainsi, la loi portant engagement national pour l'environnement a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public sensible. Le conseil départemental nous a informé par un courrier reçu le 3 janvier dernier que nos 2 établissements d'accueil du jeune enfant, le multi-accueil et le jardin d'enfants, étaient concernés par ce dispositif. La surveillance périodique de la qualité de l'air intérieur doit être effective au 1er janvier 2018. Pour information, le propriétaire est tenu de réaliser à ses frais une évaluation des moyens d'aération réalisée par un professionnel et une campagne de mesure de polluants réalisée par un organisme accrédité ou une évaluation préalable. Aussi, il convient d'inclure cette nouvelle disposition dans les différents règlements intérieurs de ces 2 structures petite enfance. Concernant le multi-accueil, je vous propose d'y inclure également la modification des horaires d'ouverture. En effet, dans un souci d'optimisation de la structure, les horaires d'ouverture et de fermeture sont réduites d'un quart d'heure le matin et d'un quart d'heure le soir. Cette modification a été décidée après concertation et échange avec les familles concernées par cette tranche horaire afin de ne pas les mettre en difficulté. Ainsi, le multi-accueil est dorénavant ouvert du lundi au vendredi de 7h15 à 18h45. La question? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le jardin d'enfants. Pour le jardin. On parle bien d'accueil dans de bonnes conditions pour des publics jeunes. C'est pour les enfants du multi-accueil. Oui. Et pourquoi je rebondis là-dessus? Parce qu'on accueille toujours dans l'ancienne salle de danse du public jeune. Et là, on a aussi un problème de... Ouais, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Non, c'est pas pareil. Non, là on parle d'enfants de 3 mois, 6 mois. Ça fait des institutions dans ceux qui côté jeunes par fréquent. Ils n'ont pas de souci pour les deuxièmes enfants en 84. Non, on a trouvé des solutions, c'était négocié avec eux. C'est négocié chez eux. Oui. Ils sont embêtés par. Non, ça a été fait avec nous. Ils sont en déplacement, c'est très extérieur. Très bien. Et ça concernait 5 familles et on a discuté avec elles, on a Pour le jardin d'enfants, seul un article du règlement de fonctionnement concernant la surveillance de la qualité de l'air a été ajouté. Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons faire un petit point sur les travaux. Alors, en ce qui concerne les travaux de voirie et d'éclairage public, nous avons l'allée des Mélèzes, les luminaires LED ont été mis en place, l'installation est maintenant terminée. En ce qui concerne l'avenue de Calais, une consultation d'entreprise a été lancée pour le remplacement des lanternes d'éclairage public avenue Calais. L'objectif étant à terme de passer les 86 points lumineux en éclairage LED. Une première phase de travaux concernerait 26 luminaires. Pour l'aire de covoiturage, la révision allégée pour le changement de zonage du PLU est en cours, l'objectif étant de la mise en service vers le printemps prochain. Il nous reste encore quelques branchements électriques. Et puis l'éclairage forcément. Le voie douce entre Marc et le Fort Vert, les travaux de réalisation de la voie douce sont terminés. L'inauguration, vous êtes tous invités, aura lieu le 19 février à 11h. Pour la fin des aigrettes, les travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture au-dessus de la galerie des sapins le cybercent sont terminés. Il nous reste encore à mettre l'enseigne du centre social, n'est-ce pas, M. Martin? Tout à fait, Les futurs cabinets médicaux. Le bâtiment se situait apparemment le centre social et culturel est en cours de réaménagement pour favoriser l'installation de 3 cabinets médicaux. Les travaux de seconde œuvre sont terminés par l'entreprise d'insertion ADLC. Les travaux de plomberie et d'électricité sont terminés par les services techniques. Il nous reste la mise en place des volets roulants et la peinture de la façade. Les travaux d'étanchéité ont été effectués sur plusieurs bâtiments, le complexe Seban, le boulodrome, la salle ping-pong, l'église de Marc-Centre, suite aux dernières tempêtes de janvier 2018.
Quelques travaux en régie, des travaux dans les écoles, des sanitaires pour les filles et les garçons. Et nous terminons par la place de l'Europe. Les travaux d'enfouissement des réseaux humides sont en cours de réalisation. L'enfouissement des réseaux secs débutera pendant les vacances de février. Et la première phase de travaux place de l'Europe devrait se terminer en novembre 2018. C'est bon pour vous? Voilà, c'était quelques informations. Alors, le dernier point, quelques événements passés. Alors, on va faire un bref retour sur les événements. Depuis le conseil municipal, il y a eu les vœux de la municipalité qui se sont tenus le 12 janvier avec la cérémonie qui a débuté avec le bal de l'harmonie batterie municipale, une prestation du groupe Transcendance qui était vainqueur à Incroyable Talent Marco. Nous avons eu également Manon Lebas, la Miss Marco 2018, avec ses 2 dauphines et le coup de cœur du jury. Nous avons mis à l'honneur M. Puceau, qui est bénévole dans plusieurs associations, M. Paulet, entrepreneur implanté dans la zone Transmarc. Il y a eu l'intervention de Mademoiselle Louvet, de M. Lefebvre, de moi-même, du député. Et la cérémonie s'est clôturée par l'association Aya Children's, avec M. Romain Pruvot et l'harmonie également. En parallèle, les élus ont présenté leurs vœux aux agents de la ville le 31 janvier dernier. Est-ce que Mme de Seine veut dire un petit mot? Volontiers, Madame le maire. Donc, à votre initiative, nous avons eu l'occasion de présenter nos vœux avec quelques conseillers municipaux et adjoints, et vous-même à l'ensemble des agents de la ville. À cette occasion, nous avons noté le départ en retraite de 2 collaborateurs. Et nous avons mis à l'honneur 2 médaillés du travail. Madame Sylvie Lemaire qui, pour 20 années de présence et d'activité, a bénéficié de la médaille d'argent. Et Madame Delarras qui, pour 35 années, a bénéficié de la médaille d'or. Bien. En ce qui concerne les événements à venir, je vais laisser le soin à chaque adjoint au conseil municipal, délégué dans leur domaine respectif, de nous présenter les prochaines manifestations ou grands moments de notre ville. Je pense que c'est Mme Mouchet qui va prendre la parole. Merci Madame le maire. Donc je vais vous présenter les événements à venir. Le vendredi 23 février, à 18h30 au complexe Hubert-Sevran, il y aura la cérémonie pour les nouveaux arrivants. Environ 150 personnes ont été invitées. Famille, pardon. Le samedi 10 mars, la soirée Chip and Dales à 20h au complexe Hubert-Sevran, bien sûr réservée aux femmes. Les hommes feront le service. Les hommes feront le service. Donc le prix de la place est 35 €, incluant le repas, une coupe de champagne et de roses offertes, le spectacle des Chip and Dales, la soirée dansante, et il y a aussi un spectacle de magie, je crois. Et un chanteur. Le samedi 24 mars de 9h à 12h, distribution de compost aux Marquois qui souhaitent. Venez avec votre récipient ou sac, avenue de Verdun, derrière la friterie Marque une pause. Le dimanche 1er avril, notre traditionnelle brocante de printemps. Inscription les mardis 13 pour les riverains toute la journée, le mercredi 14 pour les Marquois toute la journée et le jeudi 15 mars uniquement le matin pour les extérieurs dans le hall du complexe des Dryades. Le samedi 7 avril, pièce de théâtre de briques et de broc, 8 € l'entrée et 4 € en demi-tarif. Enfin, le samedi 9 juin 2018, une grande soirée Patrick Fiori aux Dryades. Restez connectés, les places seront bientôt mises en vente sur le site du comité. Voilà, je vous remercie. Je vais ajouter également du 12 au 16 mars, c'est la semaine de la petite enfance. Il y a beaucoup de conférences et d'ateliers prévus, n'hésitez pas à y aller. Je vais demander à M. William de faire un petit point sur la jeunesse et les écoles, bien entendu. Merci Madame le maire. On vais donc vous présenter les communications diverses pour la délégation éducation jeunesse qui m'a été confiée. Donc du samedi 24 février au dimanche 4 mars,
48 enfants scolarisés en CM2 dans les écoles de Marques partiront à la chapelle d'Abondance pour découvrir les joies de la neige et du ski, encadrés par une équipe d'animateurs de qualité. Le jeudi 8 mars prochain, le Conseil municipal des jeunes organise le carnaval enfantin. On a la fiche, il me semble. Oui. Ça arrive. De 14h30 à 16h30 au complexe Hubert-Sebon pour les enfants. Ah, c'est ça. Pour les enfants du CP au CM1. Donc l'événement est gratuit et les invitations sont à retirer à l'accueil de la mairie dès tout doucement. Du samedi 7 juillet au vendredi 20 juillet, un séjour été est organisé pour les adolescents marquois âgés de 13 à 16 ans. Cette année, donc, le séjour se déroulera en Espagne, à 50 km de Barcelone. Je vous informe à ce titre qu'une réunion d'information est organisée le lundi 12 mars à 18h30 au foyer de l'Aldo, où seront remis les dossiers d'inscription. Le lundi 26 mars, la municipalité organise la 2e édition du Forum Sécurité pour les élèves de CP de la commune, avec différents ateliers thématiques au programme en lien avec le secours à autrui. La première édition avait rencontré un franc succès, d'où la reconduction de ce projet cette année. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur Guillaume. Madame Jean-Pierre, que font nos seniors? Un petit animation? Nous avons... Oui, c'est l'accordéon, excusez-moi. Donc nous avons le repas de printemps qui aura lieu le mercredi 14 mars au complexe Hubert-Sebon, donc réservé aux gens de plus de 65 ans. Donc le coût est de 25 € pour les Marquois et 40 € pour les extérieurs. Et actuellement, nous prenons les inscriptions. Voilà. Merci, Madame Jean-Pierre. Ainsi se termine notre conseil municipal. Je vais remercier M. Paulet, M. Dumont et Mme Touraine-Failly pour la préparation de ce conseil. Je vais remercier M. Ringolo, M. Gibson et Gandhi pour l'organisation de ce soir. Merci à tous pour votre présence. Sachez que le prochain conseil municipal est prévu le 29 mars à 19h. À l'ordre du jour, principalement le vote du budget. Nous convoquerons la commission finance une semaine avant. Le 22. Vous aviez une dernière intervention? Oui, Madame le maire. Il y avait un arbre au milieu des culs qui se situait à côté du monument des morts. Vous ne savez pas s'il va être replanté, parce qu'il avait été installé par le CNJ à l'époque en tant que préfet. On voulait savoir qu'est-ce qui va devenir cet arbre. C'est un arbre assez symbolique. Il va être certainement remis dans le projet de place. D'accord, merci. Ailleurs. Vous savez pas où... On va créer un parc. Avez-vous une idée? Proposez-nous. Faudrait que je vois les plans, c'est quand même bien dommage de... Après, vous savez quel parc urbain quand même qui est mis vraiment tout près? Donc pourquoi pas chercher une place? Dites-moi, si vous avez une idée, allez-y. Je vous la transmettrai, avec plaisir. C'est bon pour tout le monde? Sur la canne. Oui. Très bien fait, agenda, sauf. Oui. J'ai su hier par Candy qu'il manquerait votre titre conseiller communautaire. Alors, je vous avoue... Monsieur Milou aussi. Tout à fait. Elle m'en a parlé hier et vraiment, c'est pas fait exprès. D'accord. Je voulais vous faire des excuses. Pour vous rassurer, monsieur Bouchel, à la relecture juste avant de partir, je n'étais même plus à l'intérieur du bulletin municipal. Non, il n'était même pas dessus. Même pas. Monsieur le député, siège à l'Assemblée nationale, c'était le conseil municipal. On avait oublié également de le mettre. J'ai même plus ma photo, vous imaginez. Mais il est vrai qu'on va refaire un petit peu le comité de lecture. Il y a eu un document là-dessus et là-dessus on va retravailler et voir un peu avec Candy comment on pourrait Et également, je s'organiser. n'ai pas eu la gazette municipale, bulletin municipal, pardon, le dernier, dans ma boîte à lettres. Eh bien alors, rien à Franchement, on m'en veut là. On m'en veut à chaque fois. Mais monsieur Boucher, il faut venir en mairie. Vous accueillerons avec plaisir. Je n'ai pas une personne. Je n'ai pas eu la tête. D'accord. Bien, je vous remercie à tous pour votre présence. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous.